Ok, bonjour, bienvenue à la prochaine table ronde sur le financement de l'innovation. Donc je me présente, je suis le modérateur Grégoire Le Thor. J'investis dans des startups food tech et wine tech depuis plusieurs années et je viens de monter un fonds spécialisé wine tech. Donc voilà, je suis basé à Stockholm, qui est un très, très bel écosystème d'investissement dans les startups. Et donc aujourd'hui, pour discuter, nous avons 5 experts de financement, et vous verrez très divers, et une start-up qui a fait beaucoup de bruit récemment, jusqu'à hier, avec Guillaume de chez WineChain. Donc je vais leur demander de se présenter rapidement et ensuite je vais faire une petite introduction. Bonjour à tous. Stéphanie Hillard, donc de chez Demeter Investment Manager. Donc nous, on est un fonds d'investissement, investisseur dans la transition écologique depuis 2005, donc pionnier de cette thématique, avec un fonds dédié à la filière vitivini et la transition écologique dans cette filière. Bonjour, Maxime Debure. J'ai créé Wine Funding qui finance les entreprises de toute la filière vin. Donc à la fois effectivement les startups qui peuvent être innovantes, mais principalement quand même les producteurs de vin, les négociants, qui peuvent avoir aussi des sujets d'innovation à financer. Bonjour, Arnaud Ray, expert AgTech, FoodTech et WineTech au sein du Crédit Agricole. On a 4 grandes activités dans ce domaine. C'est l'accélération au travers du réseau des villages by CA, les partenariats avec la WineTech ou la ferme digitale, la promotion au travers de nombreux événements et toute une dimension de financement et d'investissement au travers de différents véhicules. Bonjour, Ariane Ouedzaki, je suis responsable du secteur agroalimentaire à BPI France. BPI France, c'est la banque publique d'investissement de l'État français. Donc nous apportons aux entreprises tous les financements dont elles ont besoin pour croître, à savoir le crédit bancaire, les aides à l'innovation, les fonds propres et les soutiens à l'export. Bonjour, je suis Guillaume Jourdan, j'ai cofondé WineChain avec 3 autres cofondateurs. Xavier Garambois, l'ancien patron d'Amazon Europe et qui est aussi senior advisor d'un énorme fonds mondial qui est Advent International. Une personne dans la tech à Los Angeles, Nicolas Mandiara, et une famille qui est propriétaire du château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape, qui est la famille Perrin. Merci à tous. Donc, en préparant cette table ronde, on a réfléchi un peu à l'innovation et au financement de l'innovation. Et donc, on a décidé de découper l'heure que nous avons en 2 parties. La première sur l'accès à l'innovation et à son financement pour les acteurs de la filière vin, parce que c'est quand même une grande partie des financements nécessaires pour développer la filière. Surtout sur sa transition écologique. Et on aura quelques exemples. Et la deuxième partie va être sur l'accès au financement pour les startups du vin, de la wine tech en particulier, mais aussi de l'agritech, parce qu'il y a énormément de solutions qui sont en train d'apparaître au niveau agriculture. Donc comme on l'a vu aussi, l'année 2022, enfin les années précédentes ont été très différentes au niveau de l'accès au financement pour les entreprises. Avec beaucoup d'argent disponible en 2020-2021 pour entreprises existantes et start-up, et retournement de situation énorme en 2022 après la guerre, démarrage de la guerre en Ukraine, où là d'un seul coup il y a une frilosité énorme des investisseurs sur comment distribuer l'argent que j'ai levé auprès d'entreprises innovantes, des valorisations qui baissent, des longueurs, enfin un timing pour lever de l'argent qui accroît de plusieurs mois, et donc mettant les entreprises dans beaucoup de difficultés. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc première partie, énormément d'acteurs dans la filière vin, vignerons, producteurs d'équipements, etc. Et donc la question à laquelle on voudrait répondre, c'est comment ces acteurs peuvent accéder à de l'innovation et comment peuvent-ils la financer. Donc pour ça, je vais me tourner vers Ariane, vers Arnaud et vers Maxime, qui par leurs activités ont beaucoup d'exemples sur comment cela peut se structurer et comment ils financent ces activités.
Merci. Alors d'abord, nous sommes opérateurs de France 2030. France 2030, c'est le plan de l'État pour accélérer l'innovation et la transition alimentaire et agricole de la France. Et pour cela, l'État a doté ce plan de 2,3 milliards d'euros. Et dans ce cadre-là, nous opérons 2 appels à projets. L'un pour financer l'innovation pour la transition alimentaire et agricole. Donc c'est un appel à projet qui finance des projets d'innovation portés par toute taille d'entreprise. Nous avons notamment financé des projets collaboratifs qui associaient des petites et grandes entreprises ainsi que des instituts techniques de la filière du vin pour trouver de nouvelles solutions de biocontrôle et également des startups comme Chouette ou Scanopy pour la télédétection des maladies de la vigne. Et c'est également un deuxième appel à projet pour le financement des pré-séries des agroéquipements. Donc là, on finance les pré-séries, c'est-à-dire les dernières phases de R&D, de mise sur le terrain des agroéquipements ou des outils d'aide à la décision auprès des agriculteurs, des viticulteurs, pour s'assurer que ces équipements répondent bien à leurs besoins. Donc ce sont 2 appels à projets pour financer l'innovation que vous trouverez sur notre site internet et également sur l'autre pendant pour favoriser l'appropriation de ces nouvelles technologies par les agriculteurs, par les viticulteurs. Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour recenser des agroéquipements, des outils d'aide à la décision, des plans innovants. Et cette sélection est en cours. Et via cette sélection, prochainement, France Agrimaire ouvrira un guichet pour le financement auprès des agriculteurs, des viticulteurs, pour l'achat, pour l'acquisition de ces équipements avec des subventions. Donc 2 volets. D'abord, accélérer l'innovation et susciter l'offre de solutions innovantes et d'un autre côté, financer la demande, donc favoriser l'appropriation de ces technologies par les producteurs. Ariane, est-ce que tu as quelques chiffres à partager sur le nombre de projets qui ont été soumis ou c'est secret? Alors, effectivement, ces appels à projets ont suscité beaucoup d'intérêt. Sur toute la filière alimentaire et agricole, c'est 191 millions d'euros qui ont été alloués l'année dernière pour l'innovation de la fourche à la fourchette. Merci. Maxime, toi qui as une longue histoire d'innovation et de financement de l'innovation avec plein de vignobles, comment tu approches ça? En fait, l'innovation dans le vignoble, elle se fait tous les ans, parce que chaque année, il faut innover. Et puis, il y a toujours des évolutions. Il faut innover aussi pour faire face au changement climatique. Il faut innover pour être plus responsable dans ses pratiques. Il faut innover pour être plus efficace dans sa distribution, dans ses modes de production. Donc, il y a beaucoup de sujets d'innovation. Nous, chez Wine Funding, on a 2 principaux outils pour financer l'innovation, qui sont d'ailleurs tout à fait complémentaires avec les autres outils qui viennent d'être présentés par Ariane et ensuite aux outils bancaires classiques. Donc on est vraiment complémentaires, on ne vient pas en substitution, on est vraiment en complément de tous ces outils. Et dans tous les projets d'ailleurs, on coordonne souvent les différents volets de financement qui peuvent être des subventions, des emprunts bancaires. Et nous, on va apporter souvent des apports en capital d'investisseurs. Voilà. Donc Wine Funding, on a 2 outils. Le premier qui est la partie visible de l'iceberg, qui est la plateforme internet de crowdfunding, de financement participatif. Et le deuxième qui est plus la partie immergée, qui est un peu moins visible, on travaille un peu plus discrètement, c'est ce qu'on appelle des clubs investisseurs. Donc dans un club investisseur, on va mettre quelques investisseurs qui vont amener des montants plus significatifs pour monter au capital de l'entreprise et l'aider à se développer. Sur ce volet-là, on travaille vraiment comme un fonds d'investissement. Voilà, donc ça, c'est les 2 principaux métiers, le crowdfunding et les clubs investisseurs. Dans le crowdfunding, le financement participatif, il y a 3 principales formes et qui sont le don avec contrepartie, que vous connaissez peut-être, le prêt avec intérêt. Chez Wine Funding, les intérêts sont payés en bouteille de vin. Donc c'est un peu l'originalité, on est les seuls au monde à faire ça. Et l'investissement au capital aussi, on a des entreprises dans lesquelles sont rentrés au capital une centaine de passionnés de vin qui aident l'entreprise à se développer.
Et j'anticipe peut-être ta question, tu aimes bien les chiffres, je sais. Et ensuite, pour l'exemple, pour répondre plus précisément à la question, sur les chiffres, on a, depuis la création, il y a 6 ans, reçu 900 demandes de financement. Donc on a on a reçu beaucoup de demandes. On a été très sélectif, on en a pris 45, donc ça fait 5% seulement, et pour lesquels on a levé pour l'instant 7 millions d'euros. Voilà pour les chiffres clés. Et pour l'exemple, je pense à un exemple d'un vigneron que j'aime beaucoup en plus, qui est dans le Languedoc, qui s'appelle Alain Chabanon, qui avait un projet qui est toujours très ouvert sur le... donc c'est un des grands vignerons du Languedoc, mais il est toujours très ouvert sur l'innovation. Il avait à cœur aussi d'être plus respectueux de l'environnement, encore plus qu'il ne l'est déjà, parce qu'il est en biodynamie depuis plus de 20 ans. Et en fait, il avait pour projet d'installer des panneaux photovoltaïques, d'avoir des véhicules électriques. Donc on trouve assez facilement des fourgonnettes électriques, mais par contre au niveau du tracteur c'était plus compliqué. Donc il a été un des premiers à passer commande d'un tracteur par un fabricant américain, et on a financé ce projet-là. Donc c'est un projet global où il y a à la fois des panneaux photovoltaïques et un tracteur électrique. En crowdfunding sur WineFunding, on a comme ça 80 personnes qui ont trouvé que le projet était intéressant, et donc ils ont apporté des fonds entre 1 000 et 5 000 euros chacun, et ce qui leur donne ensuite le droit d'être remboursé sur plusieurs années. C'est la formule de prêt dont je parlais, et ils touchent les intérêts en bouteilles de vin. Donc en plus, ça crée un lien fort avec le vigneron. Donc c'est un moyen de créer un lien qui est assez durable, parce que c'est un prêt sur 5 ans. Donc pendant 5 ans, ils vont recevoir les vins du domaine, ils vont pouvoir aller visiter le domaine, ils vont devenir aussi ambassadeurs. Donc en fait, il fait d'une pierre deux coups. Il aurait pu financer entièrement, c'est une société qui tourne très bien, il aurait pu financer entièrement par un emprunt bancaire. Il a choisi volontairement de faire financer ça par la foule, une communauté d'ambassadeurs qui vont ensuite partager les produits autour d'eux. Et donc ça lui a permis de financer entièrement, sans dépendre de la banque, ce projet, qui est un peu une innovation quand même. Parce que les tracteurs électriques, il n'y en a pas encore beaucoup, quoi. Pas encore beaucoup, non, mais ça arrive très vite. Donc là, on a vu déjà 2 volets, l'argent public avec la BPI, de l'argent privé avec du crowdfunding ou des investisseurs privés. 3e volet très important du financement de l'innovation, les banques, l'argent bancaire. Arnaud, comment vous vous êtes structuré au Crédit Agricole ? Exactement. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi financer de l'innovation ? Pourquoi financer chez les viticulteurs de l'innovation ? Il y a différentes raisons à ça, mais les 2 grandes, c'est nous, ce que l'on appelle les transitions, la transition vers le bas carbone, la transition environnementale, comment produire en utilisant potentiellement moins d'intrants, on parlait verdissement, tracteur. La 2e grande notion qui nous fait faire de l'innovation, c'est l'importance économique du secteur en France. D'autant plus qu'aujourd'hui, si on parle un peu de consommation, on s'aperçoit qu'en France, cette consommation, elle tend à diminuer de vin. Donc pour maintenir l'importance du secteur, il faut aller chercher l'aval et notamment l'export. Ce qui nous fait accompagner l'innovation sur ces sujets-là, de la vigne au verre, comme on a l'habitude de le dire. Comment on accompagne l'innovation ? Je vais donner un chiffre d'entrée. On a 80% de part de marché environ chez les viticulteurs. Donc ça veut dire qu'un viticulteur qui investit aujourd'hui a 8 chances sur 10 de s'adresser au Crédit Agricole. Donc déjà, nativement, forcément, on va les accompagner. On parlait tracteurs électriques, on parlait machines. Si je prends l'exemple des robots, par exemple, dans les champs. La semaine dernière se tenait à Toulouse le Forum international de la robotique agricole. On a des acteurs très en pointe, comme des Naïo Technologies, des Vitibots, des Exact Robotiques, qui pénètrent de plus en plus les exploitations. Aujourd'hui, ces robots, on les finance comme on financerait un tracteur complètement classique, soit en crédit bail ou en leasing. Ça, c'est un exemple comme un autre. Et puis ça, c'est vraiment ce qui se passe quand on est dans les vignes, mais plus en aval. Si on parle distribution, on est présent tout au long de la chaîne de valeur, chez tous les négociants, auprès des acteurs, mais on va aussi, et puis c'est le sujet d'après, je ne vais pas trop en parler, financer les startups. Super. Comment vous gérez le contexte économique actuel dans vos différents métiers ? Alors au-delà de ma casquette Crédit Agricole, j'ai celle de souscripteur. Il y a le Crédit Agricole de différents fonds d'investissement qui sont dédiés à l'innovation et d'être au comité d'experts de plusieurs fonds de la place de Paris. Aujourd'hui, si on prend l'écosystème global du capital innovation, il ne manque pas de fonds parce que les fonds ont été levés en pratique avant la guerre en Ukraine et on est encore sur des belles années avec ce qu'on appelle beaucoup de poudre sèche à investir. Pour autant,
l'inflation, le contexte économique plus compliqué, a entraîné un changement de regard chez les investisseurs, que ce soit en France d'ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, qui est qu'aujourd'hui, un investisseur va moins rêver devant une courbe de croissance effrénée sans atteindre de la rentabilité, mais il va davantage se concentrer sur des sociétés qui seront rentables relativement rapidement, même si elles croissent moins vite. Et c'est un véritable changement de paradigme. On est passé de la course à la croissance à tout crin à l'atteinte raisonnable d'une rentabilité. Et nous, l'État, donc, nous avons un effet contracyclique, puisque avant, on était sur plutôt à 100 millions d'euros de financement de l'innovation par an. Et après la crise du Covid, grâce au plan de relance et maintenant grâce à France 2030, on a doublé notre capacité d'intervention, passant de 100 à 200 millions d'euros, pour continuer à soutenir l'industrialisation, la relocalisation en France. La crise du Covid a bien mis en évidence ces problématiques et cette urgence de réindustrialiser la France, et également le financement de l'innovation. Donc ne pas perdre en vue l'innovation à long terme, puisque pour rebondir, quoi de mieux que d'être innovant, de se différencier par rapport à ses concurrents. Donc un renforcement des financements de l'État en faveur notamment du secteur agricole et alimentaire. Maxime, même question pour toi. Le contexte économique, comment il influe sur ton business et tes investisseurs ? Au niveau des investisseurs, je pense qu'ils sont au contraire plus en recherche de plus en plus d'investissements qui ont du sens. Donc au-delà de la rentabilité financière, qui est un prérequis, on ne fait pas de l'investissement, on fait de l'investissement plaisir, mais c'est aussi d'abord un investissement. Donc il faut aussi rechercher une rentabilité. Mais je pense qu'il y a une tendance de fond depuis plusieurs années sur la volonté d'avoir un impact dans ces investissements. Et je pense que les investisseurs recherchent ça en fait. Donc c'est plutôt pour moi positif, tout ce contexte, ces évolutions. Et ils se disent que plutôt que de laisser leur argent dans une assurance vie, dans des livrets où ils ne savent pas trop ce qui se passe avec l'argent, là ils peuvent le flécher directement sur un projet qui a du sens, qui permet de cultiver en respectant l'environnement, les personnes, qui permet aux entreprises de se développer. Donc ils donnent beaucoup de sens à leur argent. Et en plus avec Wine Funding, on peut même dire qu'ils donnent de la saveur puisqu'ils reçoivent les vins des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Super. Merci beaucoup. Donc ça, c'était pour la partie filière vin, comment financer l'accès à l'innovation. On va passer à la deuxième partie qui est pour les startups, comment financer son démarrage et sa croissance. Et là, Guillaume, on va te demander ton exemple récent. Alors, tu n'es pas une start-up classique, on va dire. La manière dont tu as levé ton argent n'est pas forcément le même, mais on complétera par d'autres exemples. Alors nous, déjà, on est une boîte américaine, parce que c'est plus simple aux États-Unis qu'en France. On a, en avril de l'année dernière, on a décidé de faire un système de crowdfunding, où on a mis le business plan en avant et on a dit que ceux qui veulent nous suivre, notamment des grands domaines, peuvent investir 5 000 $, 10 000 $. Et en l'espace de 3 semaines, on s'est retrouvé avec 1,2 million de dollars sur le compte. Et donc on s'est dit, on n'est pas les seuls fous sur cette planète à croire en notre projet. Il y a des gens qui veulent investir dans notre entreprise. À partir de là, on a la chance d'avoir un petit peu d'expérience. Moi, j'ai beaucoup investi dans des startups, dans la tech depuis 25 ans. Xavier, la même chose. On est tous très sensibles à ça. Les fonds d'investissement, les investisseurs. On connaît ce monde-là. Donc, on est allé voir des personnes qui paraissaient logiques dans notre développement. C'est-à-dire vendre des grands vins à travers des NFT sur une plateforme. Et puis demain, aller dans le métavers. Donc, bien entendu, les wineries, on a proposé à Frédéric Rousseau, la famille Rousseau, Champagne-Roderer, d'investir chez nous. C'est ce qu'ils ont fait. La famille Mouex, propriétaire notamment de Pétrus. La famille Rébier, Cos d'Estournel. On a eu aussi une réflexion sur notre stratégie de développement de la logistique. Parce qu'une fois que vous voulez brûler votre NFT et récupérer vos vins, il va bien falloir les livrer. Et là, une personne a été charmée par notre projet, c'est Rodolphe Saadé, qui dirige et qui est la famille propriétaire de CMA-CGM, l'un des plus grands groupes de logistique au monde.
Et on est allé voir un autre fonds qu'on a ciblé, qui est l'un des grands fonds d'investissement aujourd'hui dans tout ce qui est Web3 et Metaverse, qui s'appelle Fabric Ventures. Et ces gens-là nous permettent non pas d'être passifs, mais d'être actifs et de nous développer demain, ça c'est une partie stratégique importante, vers le métavers et d'être en contact avec directement ceux qui ont créé les Google de demain. Si on est WineChain et qu'on donne un coup de fil à ces gens-là, on ne les aura jamais au téléphone. À travers notre partenaire, on l'a. Le dernier partenaire qui rentre, et puis ça nous fait en gros 6-7 millions d'euros, c'est petit, mais c'est déjà bien pour démarrer, pour amorcer. C'est la famille Ouzé, donc c'est les propriétaires des Galeries Lafayette, qui ont adoré notre approche. Ils ont un fonds dans la partie Web3 Tech, et donc ils ont souhaité aller avec nous, et c'était notamment l'objet de notre communication d'hier. Voilà, c'est comme ça. On a essayé d'imaginer notre portefeuille, en quelque sorte, d'investisseurs comme des vrais partenaires, des personnes qui vont aller avec nous, qui sont sensibles à cela. On est très sensible au fait que notre plateforme est faite par les vignerons, pour les vignerons. Donc on voulait des vignerons au capital, et il est toujours possible de continuer aujourd'hui, en tant que vigneron, d'investir. On a voulu cela, et puis en même temps, on s'est dit logistique, essentiel pour nous, métavers, essentiel pour nous, d'accroître et puis d'arriver aujourd'hui à ce portefeuille d'investisseurs qui nous correspond bien avant une prochaine levée de fonds, peut-être dans un an et demi. Alors, une question sur cette levée de fonds qui est, on ne va pas dire elle est courante. Normalement, sur des tours de table d'entrée de jeu, il y a plus de family and friends, il y a plus d'angel investors. Là, vous avez un profil de créateur d'entreprise qui est beaucoup plus mûr, vous trois. Donc, vous n'êtes pas la start-up classique, on va dire. Donc, vous aviez une idée assez précise de qui vous vouliez avoir autour de table. Il y a un carnet d'adresses qui a aidé à ça. Au niveau du montant à lever, comment vous avez décidé? Comment vous avez mis où avez-vous mis la barre? Est-ce que c'était le bon montant pour démarrer? On considère que c'est le bon montant. On a eu la chance de lever avant qu'il y ait un petit souci sur les marchés et que les valorisations baissent fortement. Donc ça, c'est déjà une grande chance. La deuxième chance, c'est qu'on a des personnes d'expérience. On a tous 50 ans en tant que cofondateur. Donc, on sait préparer les business plans, on sait envisager le développement stratégique d'une entreprise. Et donc, on s'est dit il y a des axes clés, notamment la partie développement techno, qui est très importante chez nous. C'est des investissements qui sont lourds, notamment pour les drops, pour la création des NFT, puisque c'est notre plateforme propriétaire, tout ce qui est système de sécurité. Donc, c'est des investissements qui sont lourds. Et puis, à côté de ça, on a commencé à voir les revenus qu'on allait commencer à générer. On a annoncé les 20 premiers grands domaines qui vont nous rejoindre et qui vont faire les premiers drops à partir du mois d'avril. Ce sont parmi les plus grands noms du vin dans le monde, parce qu'il y a des grands vins partout dans le monde, pas simplement en France. Et à partir de là, on s'est dit, par rapport aux revenus qu'on va commencer à générer, par rapport aux frais marketing, techno, développement commercial, parce qu'on a des équipes commerciales dans de nombreux pays dans le monde, qu'est-ce que l'on doit envisager et ne pas trop, bien entendu, c'est un objectif aussi pour nous en tant que fondateurs, ne pas trop se diluer. Donc, la valorisation, être capable de valoriser l'entreprise. Donc là, on a cette expérience-là, et puis on en a parlé aussi avec des analystes. Le montant qu'on souhaitait lever, et puis se préparer à la prochaine levée de fonds. Dernière question pour toi pour le moment. Qu'est-ce que tu recherches chez un investisseur? Alors, comme je disais, qu'ils soient actifs. On ne veut pas du passif, on veut qu'ils nous aident. On veut qu'ils nous aident avec leur carnet d'adresses, on veut qu'ils nous aident avec leur knowledge. Voilà, aujourd'hui, les fonds d'investissement qui ne sont là que pour apporter, faire des due diligence et apporter de l'argent, ça n'est pas ce qui est recherché par les startups. Ils veulent aller plus loin. De plus en plus de fonds, de venture capitalistes qu'on a rencontrés, ils ont développé des bureaux dédiés à l'aide
pour les startups, que ce soit l'aide marketing, l'aide commerciale, et ils fédèrent l'ensemble des connaissances de toutes les entreprises dans lesquelles ils ont investi et ils le redonnent aux autres pour essayer de les nourrir. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous, avec Fabric Ventures, on a cette grande chance-là sur le Web 3, sur le métaverse, d'avoir cette grande connaissance et de pouvoir aller très très vite. Parce que le problème de la start-up, c'est pas simplement d'avoir de lever des fonds, mais il faut aller dans la bonne direction, il faut avoir la bonne stratégie, il faut aller très vite aussi, parce qu'en face, vous pouvez avoir des concurrents. En face, vous avez des technos qui évoluent très rapidement, notamment dans notre univers, l'univers de la blockchain. Donc, tout ça est compliqué. Et il faut être aidé par des investisseurs. Et ces investisseurs-là, on attend ça d'eux également. On n'est pas simplement là pour recueillir leur argent. Super. Merci beaucoup. On va passer de l'autre côté de la table avec un fonds d'investissement. Stéphanie, tu représentes Vitirev, qui fait partie de Demeter. Comment vous choisissez les startups? Quelles sont les thématiques que vous avez en ce moment? Est-ce que tu peux nous en parler? Bonjour à tous. Donc nous, Vitirev Innovation, c'est un fonds qui est géré par Demeter et je le disais tout à l'heure, on est 100% dédié à la transition écologique de la filière vitivini. Donc c'est un fonds qui fait 70 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? On recherche des projets innovants, des startups qui vont fournir aux producteurs de vin, aux vignerons, aux viticulteurs des solutions qui vont leur permettre d'avoir des pratiques plus durables et qui vont leur permettre aussi de s'adapter aux aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus ravageurs. Ce fonds, il est à l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Caisse des dépôts Banque des Territoires. Et il a une très grosse spécificité, c'est que, et ça rejoint un petit peu le tour de table qu'a essayé de construire WineChain, on a essayé de fédérer, nous, comme souscripteurs de ce fonds, donc les investisseurs du fonds, un cran au-dessus. Alors, on a de nombreux producteurs de vin, vignerons, viticulteurs, qui représentent un petit peu toutes les typicités du terroir français, puisqu'on on a des très très grands, très très beaux, très connus dans le Médoc, des plus petits, moins connus, mais très portés sur le bio, les pratiques durables, très fédérateurs dans la filière. On a des bourguignons, on a des champenois, on a des vignerons en rosé dans le sud-est. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils apportent dans ce fonds? Ils sont à la fois, pour nous, d'une grande aide, puisqu'ils vont nous dire ces technologies-là, on en a besoin, on n'a pas de solution pour cette problématique-là, on n'a rien pour se protéger contre le gel, contre la grêle. Cette techno-là, elle est super, elle fonctionne, c'est génial, j'ai testé. Ça a l'air intéressant, on va expérimenter chez nous. Donc ça, pour nous, investisseurs, c'est clé parce qu'en fait, on a le besoin client qui est représenté dans notre processus de décision. Et puis derrière, pour les startups dans lesquelles on investit, c'est un accélérateur business qui est très important puisqu'on leur ouvre les portes au plus haut niveau, puisque nos interlocuteurs à nous dans ces producteurs, ça va être les directeurs techniques ou les directeurs financiers ou carrément les propriétaires. On ouvre des portes commerciales pour ces startups qui, du coup, effectivement, vous le disiez, ils appellent et non, ils n'auraient pas eu comme ça le bon contact ou la bonne porte ouverte. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. On investit des tickets qui vont de 1 à 5 millions d'euros en première intention sur les sociétés avec ce fonds. On a déjà investi dans 7 entreprises, dont 2 de la WineTech qui sont Chouette et OE. Chouette Vision, vous en parliez tout à l'heure en l'occurrence sur les aspects financement pour les vignerons pour avoir accès à ces technologies. Qui sont clés aussi dans le développement de ces startups parce que leur pricing, leur go-to-market dépendent aussi de l'obtention de ce type de financement pour leurs clients du coup. Donc Chouette, ils font de la surveillance et du monitoring de la croissance de la vigne tout au long du cycle cultural avec, c'est assez intéressant, ils vont avoir une précision de détection de maladies très forte, précoce et au niveau de chaque pied de vigne. Et puis derrière, toutes ces analyses, ça va leur permettre de faire des cartes de modulation de traitement. Donc là, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure et c'est un des grands objectifs de notre fonds, c'est la réduction des intrants. Et donc modulation de traitement, qui dit modulation de traitement, dit mieux traiter et moins traiter. Et puis par ailleurs, on a OE également, que vous connaissez probablement tous, qui elle tire le marché de l'autre côté sur la partie consommateur avec une marque durable, propre, éco-responsable et qui fédère la filière aussi sur les sujets de contenants, de réemploi de bouteilles, etc.
Alors, Voilà. juste une question. La taille du fonds, tu n'en as pas parlé. Pardon, le fonds fait 70 millions d'euros. Et on a commencé à investir il y a 1 an. On a encore 2, 3 ans, 4 ans devant nous sur les primos investissements. Et après, on sera amené à réinvestir dans les sociétés dans lesquelles on a déjà investi. Et les critères d'investissement, si tu peux nous en dire plus, taille de l'entreprise, stade de développement? Alors, on n'a pas vocation à financer l'innovation, enfin si l'innovation, oui, pardon, la recherche et développement très amont. Nous, on intervient sur une phase de commercialisation. Donc, il faut un produit qui soit un petit peu éprouvé par le marché, qui se matérialise ou non par du chiffre d'affaires, mais qui ait des clients qu'on puisse interroger pour savoir effectivement si ça fonctionne, si c'est pertinent, qu'il y ait un petit peu de retour de retour d'expérimentation à minima. Il faut qu'il y ait un volet, je l'ai précisé en début de cette table ronde, mais il faut qu'il y ait un volet accompagnement de la transition écologique, donc impact positif. Nous, on est un fonds Déméter, tous nos nouveaux fonds sont SFDR 9, je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est une réglementation européenne. Et donc, on a un devoir de transparence et des critères de sélection très fins sur la partie impact environnemental des startups. Donc, ça va être des due diligence en amont et puis surtout des objectifs qu'on se fixe avec nos participations. Pour se dire où est-ce qu'on est aujourd'hui, quelles sont nos métriques d'impact, sur quoi est-ce qu'on influe, quelle quantité d'intrants on permet de réduire grâce à notre solution, et qu'est-ce qu'on vise demain et comment est-ce qu'on y va ensemble. Voilà. Super. Arnaud, le Crédit Agricole faisant tout et étant partout en France, pour les startups, J'ai quand même oublié de les citer. On a des caisses régionales dans nos souscripteurs, évidemment, dont Crédit Agricole, bien sûr, qui nous soutiennent. Comment vous sélectionnez les startups? Elles viennent à vous? Vous avez des accélérateurs? Comment vous êtes organisé pour cette partie-là du financement? Alors sur la partie financement, on va avoir différents étages dans la fusée. Le premier sont 19 fonds régionaux dédiés à l'innovation, donc qu'on va trouver dans les différentes caisses régionales, plutôt sur des petits tickets entre 50 000 et 500 000 euros, donc assez en amont. Après, on va également être présent sur tout ce qui est innovation au travers de fonds dont on est souscripteur. Donc ça peut être du Déméter, c'est aussi du Capagro ou du Supernova Invest. Et puis le dernier étage, c'est pour des tickets et une maturité un peu supérieure, ce sont ce qu'on appelle les fonds nationaux du groupe. C'est donc IDIA Capital Investissement. Quels sont nos critères? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, je vais piquer à mes collègues 2 mots, l'impact et le partenariat. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, ce sont des investissements qui ont un impact positif sur les transitions. On en parlait, transition environnementale, transition bas carbone. Entre guillemets, si je schématise, la livraison de bouteilles de vin en 15 minutes à Amsterdam, clé en main, c'est plus ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut avoir un impact positif, aider les filières à aller vers du mieux. Et puis le partenariat, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, l'innovation, l'investissement, ce ne sont plus des silos. L'innovation, elle est de plus en plus ouverte. Les Américains ont un terme, c'est l'open innovation. Nous, on la veut écosystémique. Donc, on a 43 accélérateurs en France, en Italie et au Luxembourg, qui s'appellent les villages BySea, qui vont accompagner et accélérer des startups à se développer. On a donc cette partie accélération, cette jambe-là. On a cette partie jambe investissement. Et puis derrière, on est aussi partenaire et on promeut et on met en relation pour que l'innovation soit de plus en plus écosystémique et porteuse de sens. Alors tout seul, on ne peut pas tout faire, mais on est là pour être une brique de tout ce système. Maxime, du côté investissement dans les startups, wine funding, qu'est-ce que vous proposez? On peut proposer différentes formes, soit pour la partie que j'évoquais, les clubs investisseurs, on appelle ça plutôt des business angels dans ces cas-là. On peut fédérer des business angels autour d'un projet. Et ça peut être d'ailleurs en complément d'un fonds d'investissement, en complément de prêts bancaires et de subventions. Donc toute la brochette là, peut s'emboîter complètement sur des projets de start-up. Également, on peut faire du crowdfunding qui peut avoir un intérêt de fédérer plein de gens. Et il y a différentes étapes. Lorsque c'est une toute petite, encore un tout petit projet, on peut faire des préventes de projets. C'est le don avec contrepartie. Et là, on fait des projets de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc ça peut permettre de tester son marché, de voir s'il y a une réponse en face et de fédérer ensuite des personnes qui vont aimer le projet. Et si on va un petit peu plus loin, on peut faire entrer plein de personnes au capital. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire pour les startups. On a déjà investi d'ailleurs dans une startup plutôt aux États-Unis. On a aussi investi dans des jeunes domaines qui sont des startups aussi, des vignerons qui s'installaient, quoi. Voilà.
Je voulais quand même revenir sur un élément qui a été évoqué plusieurs fois et que je trouve très important. C'est lorsque une entreprise recherche des fonds, si vous êtes à la recherche de fonds ou si vous connaissez des gens qui sont à la recherche de fonds, il y a un point qui a été relevé par Guillaume et également par Stéphanie. Je pense qu'il ne faut pas regarder que l'argent. Parce que c'est la première chose qu'on cherche, mais au-delà de ça, il y a aussi un apport de conseils, des réseaux de distribution, des contacts qui peuvent être très très utiles, et il faut vraiment faire attention à ça. Donc si vous cherchez des fonds, ne soyez pas forcément attiré par celui qui vous offre le plus d'argent, le plus de rentabilité, mais essayez de voir aussi celui qui va vous apporter le plus pour aider à croître votre entreprise. Nous, c'est ce qu'on s'attache beaucoup à faire avec Wine Funding. Lorsqu'on fait des clubs investisseurs, parfois on a des investisseurs qui sont des sleeping partners, comme on dit en bon français, qui sont des personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont cédé leur entreprise. Lorsqu'ils la cèdent, ils partent à la retraite, ils ont peut-être 60, 70 ans. Ils n'ont pas forcément l'énergie pour aller réinvestir dans un domaine eux-mêmes et s'en occuper. Ils n'ont pas non plus les compétences, mais ils ont une volonté d'accompagner des entrepreneurs. Donc ces gens-là, ils ne vont pas forcément apporter beaucoup de valeur ajoutée, mais nous, c'est ce qu'on fait avec Wine Funding. On travaille comme un fonds d'investissement dans ces cas-là, et on amène les fonds, on fédère plusieurs investisseurs, et on amène, nous, cette valeur ajoutée, où on va justement challenger tous les processus, comment l'entreprise est organisée, comment on va la structurer pour qu'elle puisse faire face à la croissance. Et donc on va apporter cette dimension qui est très très importante au-delà de l'argent. Et dans certains cas, lorsqu'on n'a pas des sleeping partners, mais plutôt des investisseurs qui veulent être actifs, c'est encore plus intéressant, ça prend une autre dimension. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est d'arriver à mettre ensemble des acteurs qui amènent autre chose que de l'argent. Et donc là, on fait des clubs investisseurs très très vertueux, parce que l'investisseur va amener non seulement des fonds, mais également son propre savoir-faire, ses réseaux, ses contacts, ses réseaux de distribution, ses méthodes de management. Et toujours, ça se fait avec beaucoup de bienveillance, en fait. C'est pas des gens qui recherchent uniquement l'aspect purement financier. C'est pas forcément, voilà, il y a forcément une rentabilité au bout du compte, mais il y a toujours une dimension passion affective, passion pour le vin, passion pour l'entrepreneuriat, et je pense que c'est des choses qu'il faut auxquelles il faut vraiment veiller si vous cherchez des fonds. C'est de ne pas regarder uniquement l'argent, mais de regarder aussi qu'est-ce que vont vous apporter ces investisseurs que vous accueillez au capital. C'est quand même assez intime comme relation, donc il faut qu'ils amènent autre chose que juste de l'argent et qu'ils attendent juste la rentabilité. Voilà. Ouais, très bon point. Donc là, on a vu plusieurs, on va les appeler des véhicules d'investissement pour des fondateurs de start-up, fonds d'investissement, business angels et investisseurs privés, banques. Et en France, comme dans d'autres pays européens, il y a des aides de l'État. Donc en France, la BPI très très impliquée là-dedans depuis très longtemps. Ariane, est-ce que tu peux nous en parler pour les startups? Comment ça se présente? Merci. Donc pour les startups, nous on intervient très tôt, dès la création des startups, avec des aides en subvention jusqu'à 90 000 €. C'est les bourses French Tech que les startups peuvent solliciter auprès de nos directions régionales. Vous trouverez toutes nos coordonnées sur notre site internet. Après, on a un concours qui s'appelle le concours e-Lab pour les startups, où elles peuvent avoir jusqu'à 600 000 € de subvention. Donc c'est très important pour démarrer. Et par la suite, donc dans le continuum du financement, comme je disais tout à l'heure, il y a les appels à projets de France 2030 où nous avons soutenu des entreprises, des startups pour le biocontrôle, pour des robots agricoles, pour des objets connectés pour donc détecter les maladies à la vigne, ou encore des ombrières avec Ombrea pour protéger les cultures des aléas climatiques. Et ces appels à projets, en fait, sont sur le principe d'1 € d'aide pour 1 € de fonds propres. C'est pour cela que nous sommes tout à fait complémentaires des financements privés, des fonds propres, de Déméter, des crédits bancaires, du crédit agricole, du crowdfunding, puisque les aides de l'État doivent faire levier auprès des financements privés qui sont tout à fait complémentaires dans la croissance des entreprises. Merci beaucoup. Si vous aviez, pour terminer cette partie sur les startups, les fondateurs, la levée de fonds, un conseil à donner à un jeune entrepreneur ou à un entrepreneur pour réussir sa levée de fonds, qu'est-ce que ça serait? Stéphanie?
C'est une question difficile. Je pense que, en premier lieu, je dirais de bien définir son besoin et d'aller chercher des fonds si et seulement si on en a vraiment besoin, pas pour parce que tout le monde lève des fonds, parce que c'est du marketing, c'est top une levée de fonds. Non, et si on a besoin de fonds, on va en lever. Et définir son besoin, ça passe aussi par du coup se dire, en fonction du volume de ce besoin, tel ou tel acteur va être, ou telle typologie d'acteur va être le plus pertinent pour mon niveau de développement et pour le besoin que j'ai. Et donc, surtout pas lever des fonds trop tôt avec des fonds professionnels, ne pas non plus peut-être avoir recours à 150 000 business angels qui vont derrière peut-être compliquer les choses quand on va atteindre le stade du fonds d'investissement, se tourner au bon moment vers ces banques, se renseigner sur tous les dispositifs d'aide qu'il y a en France, parce que c'est quand même assez merveilleux. Et pour avoir investi dans des startups non françaises en Europe, c'est pas toujours, on n'est pas toujours autant soutenu. Et donc voilà, je pense qu'il faut bien choisir en fonction de son besoin la typologie d'acteurs qui peuvent vous aider. Et à chaque stade de développement, son financeur. Et c'est important de ne pas brûler des étapes et de ne pas se tromper. Voilà. Merci. Maxime ? Oui, c'est vrai que c'est un point très important, ça, de ne pas se focaliser sur la levée de fonds. Ce n'est pas un objectif en soi. Et c'est un peu le problème, on voit beaucoup dans les médias, on crie bravo dès qu'une start-up lève des fonds, et comme si c'était un objectif en soi. Et en fait, l'objectif ensuite, c'est de développer l'entreprise avec ces fonds. Et donc parfois, l'entreprise n'a pas forcément besoin de faire une grosse levée de fonds, elle peut se développer par elle-même. Et comme tu disais, il faut vraiment cerner son besoin, quoi. Et pas se dire on fait une levée de fonds pour dire qu'on a levé des fonds et qu'on a plein d'argent, qu'on va ensuite cramer sans savoir quoi vraiment en faire. Donc ça, c'est vraiment un point important, cet aspect-là, ne pas en faire un objectif en soi. La levée de fonds, c'est pas un objectif, c'est un moyen pour mener à bien l'objectif qui est la croissance de l'entreprise et le développement de l'entreprise. Ça, c'est en complément de ce que tu disais. Et moi, je dirais aussi, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des gens qui ont l'expérience, qui ont fait ça, parce que être dirigeant d'entreprise, à plus forte raison, lorsqu'on crée une société innovante, on a déjà tellement de sujets à gérer, on ne peut pas tout connaître sur les subventions, les moyens de présenter à des investisseurs, les réseaux d'investisseurs, etc. Donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner et ensuite faire confiance à la personne qu'on a choisie pour se faire accompagner. Et en complément, je dirais qu'il ne faut surtout pas oublier que tout ça, c'est du business, mais ça reste surtout de l'humain. Donc il y a l'énorme question, c'est le fit entre l'investisseur ou les investisseurs et votre société, votre projet et vous. Parce que ça, c'est clé, parce que vous partez pour quelques années avec ces personnes-là. Et si au début, vous avez un doute, généralement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et ça ne se passe pas toujours bien. Donc voilà, c'est très important, pas forcément de partir avec le mieux disant, mais celui avec qui ça fonctionne. Ariane ? Moi, mon conseil, c'est de s'entourer très tôt des bonnes personnes et surtout appliquer très vite les innovations sur le terrain. En ce sens, les projets collaboratifs qui vont associer une start-up au centre technique de la vigne, à des producteurs, à des coopératives, c'est un bon terrain d'expérimentation pour développer des innovations qui répondent vraiment aux besoins des producteurs. Et parce qu'on voit souvent des startups très brillantes venant par exemple du monde du numérique, sur l'IA, qui ont des idées très rupturistes, mais qui ont besoin d'adapter ces technologies aux besoins, vraiment au plus près des terrains, des besoins des producteurs. Merci. Et Guillaume, parce que toi, en tant que Oui. fondateur d'entreprise et investisseur aussi depuis pas mal d'années. Alors pour nous, chez WineChain, trouver les bons partenaires, c'est trouver ceux qui vont savoir vous challenger. Parce que ceux qui vont vous challenger, c'est ceux qui ont compris votre business model. Le nôtre, il n'est pas simple. Il faut le comprendre. Il faut des partenaires qui soient sur le long terme viables. Donc s'ils ont bien compris le business model, ils vont comprendre le développement qui va suivre. Donc ils sont capables de nous challenger. On est arrivé avec des convictions, on est arrivé avec des connaissances. C'est pas simple de challenger, mais quand on a été challengé, on s'est dit voilà, c'est les bons partenaires. C'est pas le niveau d'investissement qu'ils ont apporté, c'est surtout est-ce qu'ils sont capables de remettre en question ce qu'on est en train de faire pour nous faire évoluer, pour nous faire aller plus vite et plus haut. Merci, très bon point. Voilà, est-ce que vous avez des questions pour l'audience, enfin pas pour l'audience, pour nous, sur ces thématiques ?
Pas de questions. Parfait. C'était clair, j'espère. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous pour ce partage. Et merci à vous de nous avoir écoutés patiemment.